Lorsque mon livre est paru, donc cette biographie sur Danielle Darieux, Danielle Darieux allait fêter ses 100 ans, puisqu'elle était née le 1er mai 1917. Elle nous a quittés quelques mois après, en octobre de la même année. Alors, lorsque j'ai entrepris l'écriture de ce livre, une de mes motivations, c'était de mettre en lumière l'exceptionnelle carrière de Danielle Darieux en termes de longévité, puisqu'elle a tourné pendant 8 décennies, entre 1931 et 2010, une centaine de films, ce qui est un cas assez unique dans l'histoire du cinéma. 8 décennies avec des premiers rôles dès le début de sa carrière jusqu'à la fin. J'aurais pu vous proposer de voyager dans toute cette filmographie de 8 décennies, mais je l'avais déjà fait à la Cinémathèque de Nice en 2018, et donc j'ai eu envie de proposer autre chose, d'autant plus que je savais que certains allaient revenir. Donc je me suis dit, je vais pas refaire la même chose, ça serait pas chouette pour ceux qui étaient déjà là à la Cinémathèque. Donc j'ai décidé de resserrer mon propos sur les années 30 et 40, c'est-à-dire sur les débuts de la carrière de Danielle Darieux, sur le moment où elle est devenue une star. Alors, c'est d'abord intéressant de voir comment une actrice devient une star, hein, donc la genèse de la star, la fabrique de la star. Et puis, le cinéma nous apprend beaucoup sur l'époque où les films sont tournés. Les acteurs, et plus encore les stars, sans d'ailleurs que les acteurs en soient conscients. Donc, les stars sont symptomatiques des contradictions d'une société à un moment donné. Le succès de Danielle Darieux, qu'on a surnommé très rapidement Dédé, donc de ses seules initiales, donc dans les années 30 et les années 40, ce succès de Danielle Darieux permet de saisir des aspects passionnants, je trouve, de la société française de cette époque. Et donc, c'est ce que nous allons découvrir sans plus tarder. Alors, au début des années 30, vous le savez, on ne tourne plus de films muets. Depuis le succès du chanteur de jazz, donc ce film américain de 1927, on est passé au cinéma parlant. Il n'y a pas à l'époque beaucoup d'enfants qui font du cinéma, pas beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'adolescents. Alors vous connaissez peut-être Shirley Temple, qui est donc cette actrice américaine qui a commencé seulement en 1932. Donc Darieux l'a précédée. Alors, la petite Danielle donc est élevée à Paris par sa mère toute seule, puisque son père est mort lorsque Danielle avait 7 ans. Donc elle est élevée avec un frère plus jeune, une sœur plus jeune. La mère de Danielle Darieux donne des cours de chant, et un jour, une de ses élèves parle d'un casting en préparation pour un film donc, qui doit s'intituler Le Bal, d'après un court roman d'une romancière, un court roman qui est paru peu de temps avant. Cette romancière, c'est Irène Nemirovsky. L'intrigue donc place au centre une adolescente de 13-14 ans, ça tombe bien, c'est exactement l'âge de la petite Danielle. Donc elle entend parler de ce film et elle va faire des pieds et des mains auprès de sa mère pour passer le casting. Sa mère n'est pas absolument ravie, mais enfin, elle va l'autoriser. Et à ce moment-là, lorsque la petite Danielle se présente au casting, eh bien, il faut dire que les autres jeunes filles sont quand même en général plus âgées. Parmi d'ailleurs ces jeunes aspirantes actrices, il y a Odette Joyeux, qui est la mère de Claude Brasseur et qui a déjà 17-18 ans. Ce qui montre voilà, à quel point il y a peu d'actrices aussi jeunes que la petite Danielle. Et la petite Danielle, elle n'a jamais fait de théâtre, donc elle a un avantage d'une certaine façon sur ses concurrentes, c'est qu'elle joue de façon parfaitement spontanée, elle est naturelle. Et de ce point de vue, c'est un peu une des premières pures actrices de cinéma parlant. Donc elle va convaincre le réalisateur Wilhelm Thiele, qui est autrichien. Elle est en plus très photogénique, très jolie, elle a une voix ravissante, elle sait chanter,
ce qui est un atout parce qu'au début du parlant, et encore pendant toutes les années 30, il y a très souvent des espèces de petites parenthèses comme ça chantées, même quand les films ne sont pas à proprement parler des comédies musicales. Donc elle est engagée. Alors, Wilhelm Thiele, c'est un réalisateur qui s'est fait connaître justement avec la première opérette du cinéma allemand, qui a eu un énorme succès, qui est Le Chemin du Paradis. Et vous le voyez sur cette diapositive, il y a également une version française qui est réalisée par Max de Vaux-Corbeil. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une version française? Certains le savent peut-être, mais à l'époque, on faisait des films en version multiple. Donc on refaisait le même film, souvent plan par plan, avec une équipe d'acteurs français pour la version française. Puis on faisait le même film en version allemande, en version anglaise, en version italienne. Parfois, il pouvait y avoir jusqu'à 6-7 versions. Donc voilà, on ne faisait pas de post-synchronisation, de doublage ou de sous-titres. Alors, donc c'est la même chose pour le bal. Hein. Je veux dire, il y a aussi la version allemande du bal. Et vous le voyez, donc pour la version allemande, c'est une actrice plus âgée, une fois de plus, vous voyez, elle a 21 ans, qui est censée incarner cette adolescente de 13-14 ans. Daniel Darieux donc, obtient un succès certain dans ce film. Dans la presse de l'époque, on loue précisément son naturel, sa photogénie. Certains critiques remarquent même qu'elle joue mieux que ses parents dans le film, que les acteurs qui incarnent ses parents. Donc sa mère, c'est Germaine Dermoz, qui est une grande actrice de cinéma, et elle a un jeu un peu appuyé, hein, ce jeu un peu emphatique des acteurs de théâtre. Donc voilà, donc Daniel Darieux, d'emblée, va séduire la critique, le public. Elle reçoit très rapidement des lettres d'admirateurs et donc sa carrière est lancée. Alors évidemment, à 14 ans, se pose la question de savoir si elle doit arrêter l'école. Et comme elle n'aime pas l'école, elle arrive à convaincre sa mère. Et voilà, la carrière est partie. Alors, elle va donc enchaîner les tournages. Je vous ai mis là les films qu'elle enchaîne juste après. Et très vite, elle n'incarne plus une petite fille. Hein. Elle est très vite déjà une jeune femme. Elle a 15-16 ans, elle incarne déjà à l'écran des jeunes femmes. Et assez vite, elle va incarner un certain type de l'époque qui est la jeune femme moderne. Alors, c'est une expression qui peut vous paraître un peu galvaudée, un peu banale, femme moderne, mais dans l'entre-deux-guerres, c'est une expression qui désigne une réalité sociologique nouvelle. Depuis la Grande Guerre, de nombreuses femmes se sont émancipées, elles ont dû remplacer les hommes qui étaient partis sur le front, donc dans des tâches qui étaient traditionnellement dévolues à leur mari, à leurs frères ou à leur père. Elles ont abandonné, ces femmes, leur corset, parce que ce n'était pas pratique pour travailler. Elles se sont parfois aussi coupé les cheveux courts. Hein, c'était plus pratique pour travailler, par exemple, dans les usines, d'avoir des cheveux courts. Et au lendemain de la guerre, beaucoup de ces femmes n'ont pas envie de revenir en arrière. Alors un écrivain conservateur de l'époque, qui s'appelle Paul de la Madeleine, décrit ce nouveau phénomène dans un essai intitulé « L'Agnès d'aujourd'hui » ou « La femme moderne ». Vous voyez, il y a toujours ce vocable de femme moderne. Donc l'essai est paru en 1934, la même année que Mauvaise Graine, qui est le film dont je vous ai mis ici des photogrammes, un film de Billy Wilder. Vous êtes peut-être étonné que ce cinéaste autrichien ait fait un film en France. Eh bien oui, c'est même son premier long métrage. Donc il quitte l'Allemagne nazie, il est autrichien, donc il est passé par l'Allemagne. Il passe par Paris, il réalise ce film et ensuite il va s'exiler à Hollywood. Et donc il va choisir Daniel Darieux pour le premier rôle féminin du film, et qui est donc ce rôle de jeune femme moderne. Alors, je reviens à l'essai de Paul de la Madeleine, qui montre à quel point, on va dire, une certaine société patriarcale est déboussolée par l'évolution des femmes dans l'entre-deux-guerres. Je vous en lis un extrait. La jeune fille moderne qui occupe un rang privilégié, chasse, nage,
conduit seul une auto, voire même un avion, fait partie de tous les championnats violents ou déconcertants, puis est, de ce fait, toujours affairée et se fatigue à outrance. La jeune fille d'aujourd'hui traite sa maman en petite amie et son papa en vieux camarade. Sa poignée de main est virile et son allure est celle d'un garçon. La jeune fille se trouvant ainsi mêlée davantage à tout et à tous, les amis de ses frères sont devenus ses camarades. Fin de citation. Alors, il faut ajouter qu'un des autres phénomènes majeurs de cette émancipation est l'accès aux études et aussi donc à des emplois qui offrent une nouvelle indépendance financière pour les femmes. Alors, je cite à nouveau Paul de la Madeleine, qui se fait écho de ce phénomène. Les conditions actuelles de la vie ont profondément modifié l'existence de la jeune fille. Son horizon intellectuel s'est élargi. Elle a quitté le gynécée pour l'usine, l'atelier, le bureau ou une profession quelconque. Elle a pris l'habitude de circuler seule et la vertueuse duègne qui l'accompagnait est désormais légende d'antan. Alors, dans les petites illustrations que j'ai choisies, là, il y a un tableau de Tamara de Lempicka qui montre, donc, c'est d'ailleurs un autoportrait, hein, donc la jeune femme au volant. Et il y a un petit photogramme où vous voyez une dactylo, et peut-être que certains reconnaissent Louise Brooks. C'est un film qu'elle a tourné en France, qui est Prix de beauté, et donc, vous voyez, elle est dactylo. C'est un des nouveaux métiers qui est largement occupé donc, par les femmes à ce moment-là. Alors, la littérature de l'entre-deux-guerres va s'emparer de ce phénomène social et va brosser le portrait de ces femmes en quête de liberté. Le plus connu parmi ces romans, et celui qui a eu en tout cas le plus gros succès dans l'entre-deux-guerres, c'est La Garçonne de Victor Marguerite, donc roman sorti en 1922, qui met en scène une jeune femme de la bourgeoisie en rupture de ban et qui va donc se couper les cheveux courts, qui va devenir autonome financièrement en devenant décoratrice, qui va multiplier aussi les aventures sexuelles, hétérosexuelles mais aussi homosexuelles. Et donc vous imaginez bien, le roman fait scandale, à tel point d'ailleurs que Victor Marguerite, qui était un écrivain héritier du naturalisme, hein, qui était solidement, on va dire, implanté dans le paysage littéraire de l'époque, eh bien, il va se voir retirer sa Légion d'honneur, hein, parce que voilà, le roman dérange. Il dérange d'autant plus que le roman est très largement traduit à l'étranger et qu'on considère qu'il donne une très mauvaise image de la jeune femme française à l'étranger. Autre roman que j'ai choisi de pointer du doigt, c'est Madame ne veut pas d'enfant, un roman qui a pas mal de succès, de Clément Vautel, roman de 1924, et qui donc met en scène bien une jeune femme mariée, mais qui revendique le droit de ne pas avoir d'enfant, ce qui est aussi quelque chose qui paraît assez scandaleux à ce moment-là. Le théâtre de boulevard aussi se fait l'écho de ce nouveau phénomène. J'ai choisi par exemple la pièce Mademoiselle de Jacques Deval, qui met en scène en 1932 également ce stéréotype de la jeune femme moderne. Alors, évidemment, le cinéma se fait la caisse de résonance de ces phénomènes sociaux. Il est même accusé par certains essayistes, certains écrivains, de diffuser trop largement ce modèle dans la société, ce modèle de la femme moderne, aux mœurs qui sont souvent vues comme dissolues, comme dangereuses. Alors aux États-Unis, durant les années folles, donc les Roaring Twenties, les années 20 rugissantes, c'est l'expression utilisée par les Américains. Donc on parle de flappeurs, c'est l'expression pour désigner ces jeunes femmes. Et je vous ai choisi les deux actrices qui sont les plus représentatives de ces flappeurs. Il y a Clara Bow, dont un des films donc, alors aujourd'hui, peut-être qu'on ne se souvient plus trop de ce film, mais en tout cas, il a donné lieu à l'expression de It Girl. Le film s'appelle It, c'est un film de 27, et donc qui met en scène voilà, une jeune femme moderne, une flapper. Aujourd'hui encore, dans la presse féminine, on entend, enfin on lit cette expression de It Girl, donc ça vient de Clara Bow. Et puis je vous ai mis évidemment Louise Brooks, avec sa fameuse coupe courte, qui diffuse d'ailleurs la mode de la coupe à la garçonne ou coupe à la Louise Brooks.
Dans les années 30, dans le cinéma américain, on a toujours ce type de personnage, beaucoup dans les comédies, les screwball comedies. Je vous ai choisi l'exemple de New York Miami avec Claudette Colbert, qu'on voit ici avec Clark Gable, et puis évidemment Katharine Hepburn, qui donc est elle-même d'ailleurs féministe revendiquée dans la vie. Et là, je vous ai choisi Sylvia Scarlett parce qu'elle se travestit pendant tout le film. Sylvia Scarlett est d'ailleurs, pardon, Katharine Hepburn est d'ailleurs l'actrice préférée de Daniel Darieux à cette époque, et elle le sera toute sa vie. D'ailleurs, c'est la seule actrice à qui Daniel Darieux ait jamais demandé un autographe. Alors, vous avez vu que Sylvia Scarlett était sortie en 1935, et c'est la même année que sort sur les écrans le film « Quel drôle de gosse » de Léo Johannon, donc un film avec Daniel Darieux en vedette. Alors, c'est un film charnière dans la carrière de Daniel Darieux. Elle y campe une jeune secrétaire qui perd son travail et qui va débouler dans la vie d'un homme du monde très fortuné et qui va chambouler la vie de cet homme. Donc, il est joué par Albert Préjean et elle va lui imposer ses 4 volontés. Alors, le personnage est transgressif, incontrôlable. La jeune femme prend toutes les initiatives. Elle va renverser les rapports hommes-femmes traditionnels. Daniel Darieux dit elle-même dans un livre largement illustré qu'elle a, où elle commente en fait les photos qui retracent toute sa carrière. Donc elle dit dans ce livre, je la cite, « Pour la première fois, le public confondit l'actrice et le personnage ». Et dans la presse de l'époque, on peut lire en effet des descriptions de Darieux à la ville, des descriptions qui montrent une Daniel Darieux qui ressemble étrangement au personnage qu'elle incarne au cinéma. Alors voici un échantillon justement de cette description dans la presse. J'ai pris un extrait du magazine Ciné-Monde. Donc je cite « Fantasque, complexe, à la fois exubérante et secrète, parmi les jeunes vedettes, c'est certainement la nature la plus originale. Vous pourrez la voir au milieu des Champs-Élysées, lancer brusquement en l'air son chapeau qui ne tient jamais sur sa tête et piquer un 100 mètres en galopant comme un cabri, histoire de se remettre les nerfs en place. Elle peut avaler coup sur coup 3 verres d'alcool, vider son paquet de cigarettes en moins d'1 heure, et l'instant d'après, être la petite fille sage comme une image, à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession. » Fin de citation. Donc on remarque la dualité en fait de Darieux qui est décrite par le journaliste de l'époque. C'est à la fois une tornade et en même temps une petite fille sage, donc ce qui fascine le journaliste. Alors les spécialistes universitaires qui étudient le phénomène des stars de cinéma, par exemple l'anglais Richard Dyer, mettent en évidence ce qui distingue le comédien lambda de la star, en mettant en évidence donc, que c'est précisément la coïncidence entre l'image publique du comédien, c'est l'image telle qu'elle apparaît dans les discours des médias, et le type de personnage que le comédien incarne à l'écran. Donc pensez à Brigitte Bardot ou Marilyn Monroe. Vous voyez bien, la plupart des personnages des films coïncident assez bien à l'image médiatique de ces actrices. Et c'est donc le cas de Daniel Darieux. Donc, dans les années 30, à partir particulièrement donc, de Quel drôle de gosse, Daniel Darieux donc, est surnommée Dédé, et donc elle est impétueuse, fantasque, d'une franchise gentiment scandaleuse, et elle devient l'idole de toute une génération, aussi bien les garçons que les filles. Alors les garçons, parce qu'ils sont amoureux d'elle, donc voilà un fan qui témoigne dans Ciné-Monde, je le cite, « Elle vaut toutes les girls américaines avec cet avantage qu'elle est française et parle français ». Donc ça, c'est 1936. Et je m'arrête là parce que c'est intéressant, parce que on va voir après, c'est une des rares actrices justement qui est, on va dire, à l'exemple d'une Katharine Hepburn, d'une Claudette Colbert, d'une Carole Lombard, de ces actrices américaines qui incarnent ce type de la femme moderne. L'actrice plaît aussi beaucoup aux filles de son âge, comme l'explique un journaliste de Ciné-Monde, toujours en 1936, je le cite. Regardez autour de vous, dans la rue, les petites Danielles pullulent déjà avec leur nez en l'air, leurs cheveux au vent, leurs talons plats, et ce petit air à la fois sage et provoquant. De toutes les jeunes, c'est Daniel Darieux qui a le plus de personnalité.
Fin de citation. Alors, on pourrait penser qu'elle effraie un petit peu les parents de ces garçons amoureux de Daniel Darieux ou de ces jeunes filles qui veulent l'imiter, mais non. En vérité, les adultes sont aussi sous le charme de l'actrice, parce que la femme moderne que représente Darieux à l'écran, eh bien, elle est présentée comme une gosse. Si on pense au titre de Quel drôle de gosse, on voit en fait que ces films la montrent comme une jeune fille, certes, difficilement contrôlable, voilà, très impétueuse, mais qui n'est pas si dangereuse que ça, parce qu'au bout du compte, d'abord, c'est une vraie jeune fille. Tous les films vont toujours montrer que, attention, elle est vierge, voilà, jusqu'au mariage. Et puis à la fin, justement, elle va se marier. Donc elle va rentrer dans le rang et elle va se marier en épousant un homme plus âgé, comme Albert Préjean. Albert Préjean, il a 25 ans de plus qu'elle. Et justement, à la ville, Daniel Darieux, elle a aussi épousé, dès l'âge de 17 ans, 18 ans, un homme qui a 27 ans de plus qu'elle, qui est Henri Decoing, qui est réalisateur. Vous voyez toujours la coïncidence entre ce qu'elle est dans la vie, en tout cas ce qui est montré comme tel dans les médias, et ses personnages à l'écran. Alors à partir de Quel drôle de gosse, Daniel Darieux va enchaîner une série de films dans lesquels donc, elle va toujours incarner ce personnage. Donc là, je vous ai choisi Club de femmes, qui est un film ça y est, je ne me souviens plus, c'est Jacques Deval, je ne l'ai pas écrit, c'est Jacques Deval, donc le même d'ailleurs qui avait écrit la pièce de théâtre dont j'avais parlé un peu avant, Mademoiselle. Dans ce film, donc, il n'y a que des femmes en fait dans le champ, c'est-à-dire que, enfin, il y a un homme travesti et que des femmes. Voici Mademoiselle Mozart de Yvan Noé, où elle interprète la directrice d'un magasin d'instruments de musique. Et puis voici Un mauvais garçon de Jean Boyer, 1936, dans lequel elle joue une étudiante licenciée en droit qui veut devenir avocate. Mais son père, lui, s'y oppose parce que, bon, il était d'accord pour qu'elle fasse des études, mais une fois qu'elle obtient sa licence en droit, il lui dit, écoute, maintenant, sois un peu sérieuse, il faut que tu te maries, il faut que tu aies des enfants, moi je vais être grand-père. Donc elle va se rebeller contre son père, elle va avoir sa mère comme alliée, et elle va donc faire des pieds et des mains pour pouvoir eh bien, exercer ce métier d'avocate. Alors, sur une des images que je vous ai mises sur la diapo, on voit qu'elle a une cigarette voilà, au coin de la bouche. Et ça, c'est aussi une espèce de signe du fait qu'elle est une femme moderne. Pourquoi ? À l'époque, on n'est pas autant, on va dire, au courant des méfaits du tabac. Et un publicitaire américain qui s'appelle Eddie Bernays a fait une intense campagne, notamment pour Lucky Strike, pour inculquer, pour mettre dans la tête des femmes que fumer, c'était un acte émancipateur. Voilà, les hommes fument, donc les femmes n'ont qu'à faire pareil, et ça fait moderne. Voilà, il a bien réussi son coup. On a mis pas mal d'années, de décennies, pour se rendre compte que c'était pas une si bonne idée que ça. Vous voyez également sur l'autre image qu'elle est habillée avec des vêtements assez masculins, voilà, une cravate, etc. Donc en garçonne. Alors, l'époux de Daniel Darieux, Henri Decoing, va lui aussi offrir à Daniel Darieux donc des rôles de femmes modernes, parfois dans des comédies comme Mademoiselle ma mère, qui est un film d'ailleurs qui a été en partie tourné à Monaco, et puis aussi dans un mélodrame comme Abus de confiance, où là, le personnage de femme moderne est pris tout à fait au sérieux, et elle joue à nouveau d'ailleurs une avocate, et Henri Decoing la met en scène dans des plaidoiries où elle est extrêmement brillante. Voilà, c'est une brillante avocate. Alors, Daniel Darieux va jouer dans un film qui s'intitule Mayerling, un film d'Anatole Litvak en France avec Charles Boyer, un mélodrame qui va lui valoir un immense succès. À ce moment-là, on loue vraiment ses qualités justement de dramatique, enfin ses qualités dans le mélodrame. On va parler d'elle comme d'un Stradivarius de l'écran, et ça va attirer l'attention de producteurs américains, d'autant plus qu'elle joue avec Charles Boyer dans
dans Mayerling, Charles Boyer qui fait déjà carrière aux États-Unis, hein, donc acteur français qui fait une très belle carrière aux États-Unis. À ce moment-là, donc elle va signer un contrat avec la firme Universal et donc elle va partir aux États-Unis en compagnie d'Henri Decoing qui va se faire son impresario. Ils vont refuser un certain nombre de propositions de scénarios et puis ils vont finir par choisir une comédie, en anglais The Rage of Paris, en français La Coqueluche de Paris, avec Douglas Fairbanks Jr., donc réalisée par Henry Koster. Et c'est une screwball comédie. Hein. Screwball comédie, c'est les comédies burlesques. Hein, donc, comme en faisait Capra, Hawks, Léo McCarey, etc. Et dans cette comédie, vraiment, Danielle Darrieux est à l'égal hein, des meilleures comédiennes américaines de screwball, comme Katharine Hepburn, qui est, vous le savez maintenant, son idole. Alors, elle va casser finalement son contrat avec Universal parce qu'elle ne se fait pas au star system hollywoodien, elle n'aime pas les contraintes hein, d'Hollywood. Elle va rentrer à Paris et elle va donc enchaîner drame et comédie et jusqu'à donc cette comédie qui est Battement de cœur, donc toujours réalisée par Henri Decoing, qui est peut-être le sommet de cette série de comédies des années 30. Je dis peut-être, enfin je pense que c'est la meilleure, hein, vraiment la meilleure de ces comédies. Henri Decoing a pas mal bénéficié de l'observation de ses homologues américains lorsqu'il a traîné un peu dans les studios d'Hollywood, et donc il revient en ayant assimilé hein, le savoir-faire américain, et ça se ressent dans Battement de cœur. Alors, la presse se fait beaucoup l'écho du tournage du film. Hein. J'ai parcouru la presse de l'époque. Le film, comme on ne disait pas encore à l'époque, fait le buzz. Hein, et donc, on attend impatiemment donc, cette nouvelle comédie Decoing-Darrieux. Les scénaristes sont des scénaristes venus d'Allemagne, Jean Willem et Max Kolpe. Et une fois de plus, donc, elle incarne cette jeune femme moderne, à la fois insolente, mais sentimentale. Sur le photogramme que j'ai choisi, on voit en fait cette synthèse, c'est-à-dire qu'elle est à la fois, vous le voyez, très féminine avec ses vêtements, et en même temps, vous voyez qu'elle siffle avec ses deux doigts, comme un gamin des faubourgs. Hein, et c'est cette synthèse hein, de femmes modernes et de jeunes femmes féminines qui est la formule gagnante et la formule unique hein, qui fait qu'une fois de plus, le public l'acclame très largement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elle est l'actrice la mieux payée du cinéma français. Hein, depuis à peu près 1936-1937, voilà, elle est vraiment la star féminine numéro 1. Donc le film, je l'ai dit, est certainement le film le plus réussi de cette décennie. Je voulais faire un petit bilan avant le déclenchement de la guerre. Donc elle a tourné 27 films hein, pendant ces années de 1931 à 1939. Donc c'est son 27e film, Battement de cœur, lorsqu'éclate la guerre entre la France et l'Allemagne. Alors, à ce moment-là, Henri Decoing va obtenir une autorisation spéciale pour tourner, parce que la plupart des tournages, évidemment, sont mis à l'arrêt. Il va donc obtenir cette autorisation. Donc, c'est un nouveau film avec Danielle Darrieux. Il doit s'appeler Coup de foudre. Il se passe à Megève. On ne sait pas grand-chose de ce film, tout simplement parce que le tournage va s'arrêter finalement au bout de quelques jours, en avril 1940. Decoing, en fait, a eu une crise d'appendicite aiguë. Hein. Et puis, de toute façon, en mai 1940, tous les tournages sont à l'arrêt. Il se trouve que par ailleurs, Danielle Darrieux et Henri Decoing, à ce moment-là, décident de se séparer sans animosité. Donc ils ont vécu 5 ans ensemble et cette séparation ne les empêchera pas de continuer à travailler ensemble. Alors comme beaucoup
d'acteurs et de gens de cinéma de cette époque, de ce moment très particulier. Daniel Darieux et Henri Decoing vont aller à Cannes. Bon, ils ont beau être séparés, ils vont quand même à Cannes ensemble. Ils vont séjourner au Grand Hôtel, qui est tenu par le père de Louis Jourdan. Louis Jourdan, qui à ce moment-là est un jeune premier du cinéma français. Sur cette diapositive, je vous ai mis deux photographies où l'on voit Daniel Darieux aux côtés de Micheline Prel et de Michel Morgan. Elles se retrouvent en fait dans ce grand hôtel et d'ailleurs elles sont donc tout à fait amies, elles prennent des bains de soleil ensemble, etc. Je vous ai mis également une photo de Michel Morgan qui est avec Jean Gabin, où ils sont à ce moment-là tous les deux en couple. Et comme Jean Gabin, Michel Morgan donc s'apprête à s'exiler à Hollywood. Daniel Darieux, elle n'a pas envie de retourner à Hollywood avec Henri Decoing. Elle a d'abord donc, elle s'est pas trouvée heureuse à Hollywood. Et puis, elle a cassé son contrat avec Universal. Ça lui vaut quand même des ennuis. Elle va devoir d'ailleurs de l'argent à Universal. Et donc, elle ne fait pas ce choix de s'exiler, tout comme Henri Decoing. Alors, les Allemands occupent Paris depuis le 14 juin 1940. La République française est dissoute. À partir de juillet 1940 se met en place le régime de Pétain, qui siège à Vichy. Le 3 octobre 1940, le nouvel État français du maréchal Pétain promulgue une loi qui interdit à tous les juifs, qu'ils soient français ou non, tous les métiers du cinéma. Le ministre de la propagande nazi, Joseph Goebbels, a envoyé à Paris un certain Alfred Greven pour contrôler et diriger l'industrie du cinéma français. Alors Alfred Greven, il parle bien français, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il est envoyé à Paris. C'est un dignitaire nazi de la première heure et c'est aussi un producteur de films expérimenté. Le 1er octobre, donc 1940, Greven fonde à Paris la Continental Film, qui est une société de production de cinéma de droit français et de capitaux allemands. Le but avoué de Greven, c'est de faire un maximum d'argent. Il souhaite engager les meilleurs cinéastes français et les plus grandes vedettes, et il va donner l'assurance à ses interlocuteurs français que les films de fiction qu'il va produire seront exempts de propagande nazie. C'est à cette époque qu'est créé le COIC, le Comité d'organisation de l'industrie cinématographique française, avec à sa tête un producteur français qui est Raoul Ploquin, celui-là même qui avait d'ailleurs produit Un mauvais garçon de Jean Boyer, un film avec Daniel Darieux qu'on avait vu avant. Alors, le COIC, avec Raoul Ploquin, va expliquer aux réalisateurs français qui sont approchés par Alfred Greven que si tous les cinéastes français refusent de travailler pour la Continentale, eh bien les Allemands bloqueront le redémarrage de l'industrie du cinéma français. Donc il y a un chantage qui, à ce moment-là, est exercé par Alfred Greven. Alors plusieurs réalisateurs vont accepter de travailler pour la Continentale, dont Christian Jacques ou Maurice Tourneur. Et Henri Decoing est lui aussi approché par Greven. Et à ce moment-là, donc, il va décider de quitter Cannes, de retourner à Paris. En novembre 1940, il retourne à Paris avec Daniel Darieux. Alors, en fait, Decoing et Darieux connaissent déjà Alfred Greven parce que Greven a produit un film qui s'intitulait Le Domino vert, un film qui était sorti en 1935. Et vous voyez qu'il y a eu deux versions, comme d'habitude, version allemande, version française. Donc, la version française avait été réalisée par Decoing. Vous voyez, là, j'ai essayé de reprendre l'affiche. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. En rouge, il y a marqué « C'est un parlant » donc, de Greven. Alfred Greven donc, était à ce moment-là producteur de la puissante firme allemande, la UFA. Il faut savoir qu'à cette époque, donc en 1935 et déjà avant, un grand nombre de réalisateurs français
et de vedettes françaises se rendent à Berlin pour tourner dans les grands studios de Babelsberg, qui se veut un rival européen d'Hollywood. Donc c'est quelque chose de très courant. Hein. Alors on peut évidemment s'interroger, puisque malgré tout Hitler est arrivé au pouvoir dès 1933, mais il faut savoir que énormément de réalisateurs et d'acteurs vont tourner à Babelsberg à ce moment-là. D'ailleurs, Daniel Darieux avait rencontré Henri Decoing en Allemagne sur un film qui avait été tourné donc là-bas, qui était L'or dans la rue. Decoing n'était pas le réalisateur, il était simplement l'adaptateur du film. Donc ils s'étaient rencontrés en 1934, hein, donc en Allemagne. Alors, il y a beaucoup de réalisateurs, d'acteurs qui vont tourner à Babelsberg dans les années 30, mais évidemment, il y a aussi des réalisateurs qui, eux, fuient l'Allemagne nazie et qui, eux, tournent en France. J'ai déjà parlé de Billy Wilder, donc, qui a tourné Mauvaise graine avec Darieux. Robert Siodmak tourne également un film avec Darieux, La crise est finie. Et Siodmak, elle arrive très tôt en France, il va rester jusqu'en 1939 d'ailleurs. Et Anatole Litvak, hein, celui-là même, qui a réalisé Mayerling. Les trois, fort heureusement pour eux, vont réussir à quitter la France à temps pour les États-Unis, où ils vont pouvoir continuer leur carrière. Alors, Decoing était-il ami avec Greven ? Non, ils n'étaient pas amis, et d'ailleurs, assez vite, Decoing s'est très mal entendu en fait avec Greven. Je parle de la période de la Continentale. Hein. Donc Greven était autoritaire et Decoing lui tenait tête. Donc ils n'étaient pas des amis du tout. Et c'est important aussi de préciser que les actes d'Henri Decoing et les témoignages montrent que Decoing n'était absolument pas antisémite et la jeune Danielle Darieux non plus. Alors, ce qui est frappant, c'est que la Continentale donc, a produit quand même 30 films hein, pendant l'occupation, parmi lesquels des classiques du cinéma français. Et je vous en ai mis un échantillon là, et bon, vous connaissez certainement évidemment Le Corbeau de Clouzot. Il est produit par la Continentale, hein, alors que c'est quand même un film qui montre le système de la délation. Voilà, c'est tout à fait étonnant que ça soit la Continentale qui le produise. Autre film produit par la Continentale, donc par Alfred Greven, La Symphonie fantastique, qui est une biographie filmée d'Hector Berlioz et qui exalte le génie français. Hein, donc dans le film, on voit Victor Hugo, Mérimée, etc., qui disent voilà, la France, c'est la lumière. Et d'ailleurs, lorsque Goebbels voit le film, il n'est pas content. Et il écrit dans son journal intime je ne produis pas des films français, puisqu'évidemment Greven est sous la tutelle de Goebbels. Hein, je ne produis pas des films pour qu'on exalte le nationalisme, le patriotisme français. Ce qui jette donc, on va dire, pas une ombre, au contraire, enfin ce qui interroge sur Alfred Greven, qui a autorisé ce film, hein, qui avait lu le scénario. Les historiens aujourd'hui sont encore très partagés en fait sur Greven, qui est un personnage qui reste donc énigmatique. Hein, ses motivations restent floues. Beaucoup d'acteurs français vont tourner pour la Continentale, forcément, puisqu'il y a 30 films. Je vous en ai donné quelques exemples ici. Vous reconnaissez certainement des visages. Et certains ne le font pas de gaieté de cœur. Je pense à Edwige Feuillère. Edwige Feuillère, elle a un amoureux qui est d'origine juive. Et Greven lui dit il va vous arriver des bricoles, hein, vous avez intérêt à tourner. Voilà. Donc il y a très souvent une pression qui est exercée sur les acteurs donc par Greven. Alors Daniel Darieux et Decoing. Donc Decoing va proposer à Greven une nouvelle comédie, donc avec Darieux, et cette comédie, c'est Premier rendez-vous. Alors Greven pense tellement que Decoing Darieux, ça va faire beaucoup d'argent, que si le premier film qui a été mis en chantier, c'est L'assassinat du Père Noël de Christian Jacques, Greven va faire en sorte que ça soit Premier rendez-vous, hein, qui sorte en premier. Alors,
Greven ne sait pas, ou peut-être feint-il de ne pas le savoir, que le scénariste de Premier Rendez-vous n'est autre que le même que Battement de cœur, c'est-à-dire Max Colpé. Max Colpé qui est juif. Decoing donc s'est adressé à Max Colpé, et donc Max Colpé va écrire ce scénario dans la clandestinité. C'est Decoing qui va signer à sa place, mais Decoing va lui donner l'argent du scénario, va lui permettre donc d'aller en zone sud et va même l'aider après à fuir en Suisse. Alors, dans ce film, donc, Daniel Darieux va avoir pour partenaire de jeu Louis Jourdan, le jeune Louis Jourdan. Et lorsqu'on lui propose le scénario, Darieux remarque que Premier Rendez-vous est très proche de Battement de cœur. Dans Battement de cœur, elle était une orpheline évadée d'une maison de redressement. Et dans Premier Rendez-vous, c'est une orpheline, cette fois évadée d'un orphelinat catholique. En fait, c'est vraiment un canevas donc très très similaire. Donc, dans Premier Rendez-vous, cette orpheline, donc Micheline, si elle s'est évadée de son orphelinat, c'est parce qu'elle s'est amourachée virtuellement d'un correspondant qui lui envoie de très jolies lettres d'amour durant des mois. Donc elle cherche à le rencontrer. Et le correspondant est en vérité un vieux barbon qui est joué par Fernand Ledoux, qui est un professeur de lettres. Alors, quand le vieux barbon est en présence de la jeune Daniel Darieux, qui s'appelle Micheline dans le film, il comprend qu'il n'a pas ses chances et donc il va mentir. Il va dire non, en fait, je ne suis pas l'auteur des lettres, c'est mon neveu. Et évidemment, le neveu, c'est Louis Jourdan. Bon, on s'en doute, à la fin, Micheline épousera le jeune et beau Louis Jourdan et son oncle sera une raison. Donc, à nouveau, le personnage de Micheline, dans Premier Rendez-vous, elle est à la fois très féminine. Au début, on peut croire qu'elle est naïve, un peu ingénue, et puis très rapidement, elle va être une jeune fille avec une forte tête, et elle va en fait retrouver le même personnage que celui qu'elle avait incarné avant, c'est-à-dire celui de la jeune femme moderne. On a ce professeur de lettres qui est joué par Fernand Ledoux, qui n'a aucune autorité sur ses élèves, qui passe son temps à se faire chahuter. Et donc Micheline, elle ne supporte pas qu'il ne soit pas capable justement d'obtenir le respect de ses élèves. Elle va s'ériger en redresseur de tort. Donc non seulement elle rabroue les jeunes lycéens qui sont issus de la grande bourgeoisie française, mais en plus elle fait la leçon au directeur du collège Napoléon, qui n'est pas capable de tenir son établissement, et elle lui donne en exemple son école à elle, qui est tenue par des femmes. Donc le film problématise ainsi une forme de crise de l'autorité masculine, crise à laquelle les spectateurs français sont certainement très sensibles à l'époque. Les soldats français ont perdu la guerre, les hommes ont été humiliés. Les femmes les remplacent encore, comme durant la Grande Guerre, lorsque leurs maris sont prisonniers en Allemagne ou lorsqu'ils sont envoyés au STO. Alors, la défaite française a souvent été imputée au désordre supposé de la société française qui serait issue du Front populaire, donc cet amollissement supposé de la société. Et on voit comment Micheline, elle juge sévèrement, donc précisément, ces hommes qui ne sont pas capables, ces adultes, d'abord qui ne sont pas capables de tenir leur lycée. Et puis elle juge aussi sévèrement les rejetons de la bourgeoisie, les rejetons des notables. Donc ces fils de notables, vous avez peut-être reconnu d'ailleurs Daniel Gélin, très jeune, et Georges Marchal, donc qui ne sont pas encore des vedettes à ce moment-là. À la fin du film, ces lycéens vont comprendre la leçon donc, de la jeune femme moderne Daniel Darieux et vont se montrer héroïques. Donc, en fait, si Daniel Darieux parvient à maintenir ce personnage de femme moderne, énergique dans le cinéma français de l'occupation, c'est parce que la société française est en crise et que les femmes jouent alors un rôle bien plus puissant que la doctrine officielle ne veut le laisser penser. Et d'ailleurs, Daniel Darieux n'est pas la seule dans le cinéma français de l'occupation à maintenir ce personnage, son personnage des années 30. Je pense à Edwige Feuillère,
qui dans les années 30 joue toujours des femmes fortes au cinéma. Et ce sera pareil pendant l'occupation. Il y a beaucoup d'actrices qui vont incarner des femmes fortes dans le cinéma français de l'occupation. Donc on voit que l'occupation est travaillée par de fortes contradictions entre idéologie officielle et réalité beaucoup plus complexe. Et ces tensions, eh bien, elles se retrouvent dans les fictions cinématographiques. Alors, si Premier Rendez-vous a beaucoup de succès, c'est quand même, il faut le dire, aussi en raison de le tube du film. Je vois que le temps passe. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire écouter la chanson en entier. Je vous fais écouter, voilà, peut-être le début. Un amour naissant, c'est un premier roman dont on joue tendrement le personnage. On ne sait jamais s'il sera triste ou gai, mais l'on voudrait vite en ouvrir toutes les pages. Ah, qui doit être doux et troublant, l'instant du premier rendez-vous. J'arrivais plus à l'arrêter. Je suis désolée de l'avoir arrêté en plein milieu. Alors, elle a enregistré une version allemande de la chanson parce que le film sort en Allemagne. Je vous fais écouter juste un tout petit peu. Voilà, j'arrête là parce que sinon je vais trop dépasser. Alors, le film donc, sort à Berlin en mars 1942 et Daniel Darieux doit assister à la première. En fait, c'est Alfred Greven qui lui a demandé d'assister à la première. Elle n'a aucune envie d'y aller et en fait, Goebbels veut organiser un voyage où il n'y aura pas seulement Daniel Darieux, mais un certain nombre d'acteurs connus de l'époque. C'est un voyage de pure propagande. Hein. L'idée, c'est de montrer qu'il y a une belle collaboration artistique entre le cinéma français et le cinéma allemand. Alors, on connaît aujourd'hui ce voyage principalement parce que Marcel Ophuls donc a exhumé en fait les archives de ce voyage dans son documentaire Le chagrin et la pitié, donc film qui est sorti en 1971 sur les écrans. Ce film, évidemment, est très important hein, pour l'historiographie, pour l'histoire du documentaire, pour la France tout simplement, parce qu'il était un des tout premiers à montrer que toute la France n'avait pas été résistante. Hein, et donc, il a marqué, évidemment, beaucoup les esprits, ce film, Le chagrin et la pitié. Mais il se trouve que en restituant cette archive qu'on va regarder hein, du voyage à Berlin, il ne donne pas d'explication précise. On ne comprend pas exactement le contexte, on ne comprend pas exactement comment ce voyage a été organisé. Il faut dire que cette archive est devenue un peu comme le symbole hein, de la collaboration, une fois de plus, des artistes, hein, même au-delà même des acteurs, de la collaboration donc des artistes français avec l'Allemagne nazie, ce qui a été en fait très dur pour Daniel Darieux. Elle a été profondément blessée en fait que Marcel Ophuls, le fils de Max Ophuls, je vais en reparler après, Max Ophuls avec qui elle avait tourné, hein, elle était la muse de Max Ophuls, donc elle a été blessée que Marcel Ophuls, on va dire, place en fait cette archive sans vraiment en expliciter les tenants et les aboutissants. En fait, Alfred Greven a fait pression sur tous les participants du voyage. La seule, certainement, pour qui ça ne posait pas de problème, c'était Suzy Delair. Hein. Bon. Elle ne détestait pas les Allemands. Mais les autres, ils ont tous subi des pressions pour participer à ce voyage. Donc Viviane Romance, on a vu, Junie Astor, etc. Et Daniel Darieux, évidemment, subit des pressions de Greven qui lui dit « Bon, vous avez une vieille mère, hein, vous avez un frère, voilà, une sœur. » Et puis surtout, il y a
Rubirosa, Porfirio Rubirosa, qui est son amoureux, son fiancé à ce moment-là. C'est un diplomate de la République dominicaine, donc qui était basé à Paris. La République dominicaine s'est déclarée ennemie de l'Allemagne nazie, donc il est ennemi lui-même de l'Allemagne nazie à ce titre. En plus, il a été assez imprudent et donc il a été interné en Allemagne à côté de Francfort. Donc Daniel Darieux se ronge les sangs, donc il est interné dans une prison avec d'autres diplomates américains, donc elle a peur de ne jamais le revoir. Et à ce moment-là, Greven lui dit « Bon, ben, si vous participez au voyage, je vous autoriserai à aller le rejoindre. » Donc, elle accepte le voyage pour cette raison-là essentielle. Elle obtient d'ailleurs de ne pas aller à Munich et Vienne, contrairement à tous les autres de la délégation. Là, on la voit faire la tête, parce que sur cette archive, évidemment, on les voit tous en train de sourire, mais là, elle est dans un spectacle donc, qui est donné à Berlin, et on voit qu'elle fait franchement la tête. Bon. Donc, elle obtient de ne pas continuer le voyage à Munich et Berlin, et elle va pouvoir justement elle va pouvoir aller à la rencontre de Rubirosa, et quelque temps après, elle obtiendra l'exfiltration de Rubirosa et ils pourront se marier donc en France. À ce moment-là, donc Daniel Darieux avait déjà tourné 2 autres films pour la Continentale. Donc il y avait Caprice et La Fausse Maîtresse, 2 comédies qui à nouveau la mettent en scène comme une jeune femme moderne. Donc dans Caprice, elle retrouve Albert Préjean. Alors c'est intéressant Caprice parce que Albert Préjean, c'est la 7e fois qu'elle joue avec lui. Et dans les années 30, donc Albert Préjean, c'était son partenaire de Quel drôle de gosse. Dans les années 30, c'était Daniel Darieux qui faisait tout ce qu'elle voulait d'Albert Préjean, qui le dominait complètement. Dans Caprice, c'est Albert Préjean qui mène le jeu, comme s'il y avait justement une remise au pas de la femme, donc sous l'occupation. Mais très rapidement, elle se rebelle et à ce moment-là, il y a vraiment des tensions, des luttes de pouvoir très, très, très importantes. Et donc, elle reste quand même, elle garde quand même son personnage de femme moderne. Elle a même un petit côté Edwige Feuillère dans le côté femme forte dans le film, parce que d'ailleurs, le film était prévu originellement pour Edwige Feuillère. Dans La Fausse Maîtresse, elle joue toujours ce personnage, on va dire, multifacette, donc à la fois de vraie jeune fille, romantique, et en même temps, donc c'est une artiste de cirque, elle fait des effeuillages comme ça un peu sexy, et puis elle tient tête aux hommes, même à un moment donné, elle en menace un physiquement, donc c'est toujours la même formule, de cette espèce de synthèse curieuse de femme à la fois rassurante et de jeune femme moderne. Donc voilà, en tout cas, elle a tourné déjà ces 2 films quand elle se marie avec Rubirosa. Greven espère qu'elle va continuer à tourner pour la Continentale une fois qu'elle est mariée avec Rubirosa, mais elle refuse. Elle refuse. Greven envoie 2 émissaires, André Cayatte, qu'il avait fait tourner dans La Fausse Maîtresse, et Clouzot, qui a un rôle assez éminent dans la Continentale, chef des scénarios, etc. Donc, ils essayent de faire pression sur elle, mais rien n'y fait, elle refuse. Greven est furieux, et à ce moment-là, il décide qu'elle ne tournera plus du tout, ni pour la Continentale, ni pour une autre maison de production. Et il va même interdire le nom de Daniel Darieux dans tous les médias. Donc, elle est complètement blacklistée. Et à ce moment-là, elle va rester en résidence surveillée à Megève, avec Rubirosa. Alors elle dit elle-même que c'est pas l'enfer d'être à Megève, mais en tout cas voilà, elle est inactive pendant toute la fin de l'occupation. À la fin de la guerre, elle va être comment dirais-je, appelée à témoigner par le comité d'épuration, donc va la convoquer et elle ne va pas avoir d'ennui. On va l'autoriser à continuer à tourner, contrairement à d'autres acteurs ou actrices qui vont être interdits de travailler au lendemain de la guerre. Alors, je le souligne parce que parfois on a lu, enfin moi je l'ai lu avant d'avoir écrit mon livre, qu'elle avait subi une traversée du désert en fait, après la guerre, etc. Là je vous ai mis les 6 films qu'elle a tournés entre 1945 et 1949.
un film par an, dont des grosses productions, Ruy Blas par exemple, avec Jean Marais, qui était vraiment la grande star masculine du moment, Betsabé aussi, qui est un film cher et qui est pas très bon, il faut le dire, mais qui en tout cas réunit beaucoup de spectateurs. Et elle va tourner également, enfin parmi ces films, il y a Adieu chérie, qui est un film réalisé par Raymond Bernard, juif français qui a eu beaucoup à souffrir pendant l'occupation, qui était clandestin en zone sud. Il a beaucoup souffert. Son père aussi, Tristan Bernard. Bon. Eh bien, Raymond Bernard n'a aucun problème à engager Daniel Darieux dès 1946 dans Adieu chérie, ce qui montre bien que voilà, elle n'est pas du tout suspectée au lendemain de la guerre d'avoir été antisémite ou collabo. Max Ophuls, qui était naturalisé français, mais donc qui était germanophone, qui a dû s'exiler parce qu'il était juif aux États-Unis pendant la guerre, revient en France donc fin 40, début 50, et il l'a fait jouer, et elle devient même sa muse. Ils vont faire 3 films ensemble. Et pas des moindres, La Ronde, Le Plaisir, Madame II. Madame II qui est resté le film préféré de Darieux. Elle disait, voilà, si on m'oublie pas, ça sera certainement grâce à Madame II. Et donc voilà, Max Ophuls n'a aucun problème. Lui qui avait eu à souffrir des nazis, n'a aucun problème pour faire tourner Darieux. Enfin, même plus que ça, c'est-à-dire que voilà, c'était son actrice fétiche. Alors je le souligne parce que vraiment à partir des années 70, avec Le Chagrin et la Pitié, il y a eu vraiment cette ombre sur Darieux. Oui, Darieux, la collaboration, etc. Et c'est vraiment parce qu'elle s'est mal défendue. C'est-à-dire que quand le film est sorti, elle n'était pas le genre de femme à demander un droit de réponse, à se défendre, et donc elle n'a pas pu s'expliquer sur les raisons du voyage. Pour achever de vous démontrer qu'il n'y a pas de problème au lendemain de la guerre pour elle, c'est qu'en 59, par exemple, elle joue dans Marie-Octobre un rôle de résistante. Donc Julien Duvivier lui confie ce rôle. Vous connaissez certainement le film. Donc voilà, elle faisait partie d'un réseau de résistants et elle est censée démasquer celui qui a donné justement son amoureux de l'époque. Et pour vraiment enfoncer le clou, je vous parle également de ce film de Jean Quérol, film très peu connu avec Michel Piccoli. Jean Quérol, donc c'est son seul film à Jean Quérol écrivain, qui a été déporté quand même. Voilà, il était résistant, il était déporté, et c'est lui qui a écrit le texte de Nuit et brouillard. Jean Quérol fait jouer Daniel Darieux dans Le Coup de grâce, une ancienne résistante, et c'est un film, vous voyez, des années 60. Voilà. Alors, en conclusion, j'ai envie de mettre l'accent sur le fait que, à partir des années 50, donc la carrière de Daniel Darieux va reprendre vraiment avec beaucoup d'intensité. Elle va tourner de nouveau énormément. Je l'ai dit avec Max Ophuls, avec beaucoup d'autres. Et dans beaucoup de films, elle va maintenir ce personnage de femme moderne, comme dans ce film là que je vous signale, qui est Typhon sur Nagasaki, où elle joue une reporter, journaliste, un film avec Jean Marais. Dans les années 60, elle va de nouveau incarner ces femmes. Donc elle a 50 ans là, dans Les Demoiselles de Rochefort. Donc on la voit là, avec Jacques Demy. Et elle joue le rôle de la mère des Sœurs d'Orléac. Et donc elle incarne de nouveau une femme autonome, moderne. Je vous ai mis un photogramme du Cavaleur, un film des années 70, où là elle joue une femme donc qui a une soixantaine d'années, et c'est une grand-mère aussi, tout à fait dans le coup. Et puis, jusqu'à la fin de sa carrière, en fait, elle va jouer des rôles de grand-mère, là pour le coup, comme dans Nouvelle Chance, où elle a le premier rôle, il faut le souligner. Elle a 89 ans dans Nouvelle Chance. C'est très rare qu'on donne des premiers rôles à une femme de cet âge-là. C'est le cas dans Nouvelle Chance, qui est un très joli film que je vous recommande. Et elle joue donc le rôle d'une grand-mère aussi, voilà, dans le coup, grand-mère qui a beaucoup de personnalité. Donc jusqu'au bout, elle va tenir ce type de rôle. Je vous remercie pour votre attention.